Nous avons découvert les différentes façons de classer les espèces vivantes qui nous entourent. Une première façon de classer consiste à les classer de manière utilitaire. À quoi ça sert ? Par exemple, le cèpe peut être classé dans la partie comestible, c'est-à-dire mangeable, alors que la digitale, quant à elle, peut être classée dans la partie mortelle ou utilisable sous forme de médicament. Il peut y avoir des êtres vivants, quant à eux, qui peuvent entrer dans deux catégories, comme par exemple ici le châtaignier, qui peut être à la fois comestible et utilisé comme bois de construction. On peut aussi classer les êtres vivants de façon écologique, c'est-à-dire en fonction du milieu que l'être vivant occupe. Ainsi, le cèpe occupe le milieu des sous-bois, tandis que le drosera occupe les milieux humides comme les tourbières, alors que l'arnica est plutôt dans les milieux montagneux. Une dernière façon de classer les êtres vivants est basée sur les ressemblances, autrement dit une classification appelée phylogénétique. Quels sont les attributs que les êtres vivants ont en commun, c'est-à-dire quels caractères visibles partagent-ils ? Ainsi, la sphaigne, le châtaignier et l'arnica possèdent un attribut commun. Ils sont de couleur verte, autrement dit, ils possèdent de la chlorophylle. On peut donc les regrouper dans une grande catégorie appelée pigments verts. Cependant, le châtaignier et l'arnica possèdent des fleurs, ce qui les fait entrer dans une sous-catégorie appelée fleurs. Découvrons ensemble une méthode qui permet de classer les êtres vivants de manière scientifique. Comment classer les êtres vivants de manière scientifique ? Considérons une première collection d'êtres vivants. Une couleuvre, un ver de terre, une poule et une oie. Il s'agit dans un premier temps d'observer attentivement ces êtres vivants pour lister les attributs, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent. Observons les attributs de la couleuvre. Elle possède yeux-bouche ainsi qu'un squelette interne. On peut donc cocher les attributs qu'elle possède dans le tableau d'attributs. Observons les attributs du ver de terre, aussi appelé lombric. On peut observer yeux-bouche, mais pas d'autres attributs. Passons ensuite à la poule. Elle possède yeux-bouche ainsi qu'un squelette interne et aussi des plumes. On peut donc cocher dans le tableau d'attributs les 3 caractères. Passons ensuite à l'oie, qui elle aussi possède yeux-bouche, un squelette interne et aussi des plumes. Elle aura donc les mêmes caractères que la poule. Une fois que le tableau d'attributs est complété, on peut observer l'attribut le plus répandu. Ici, il s'agit de yeux-bouche. On peut donc créer un premier rassemblement appelé yeux-bouche de la manière suivante. On prend une boîte, yeux-bouche, dans laquelle tous les êtres vivants vont être rangés. On peut ensuite observer l'attribut qui est le deuxième plus répandu. Ici, il s'agit de squelette interne. On va donc créer une autre boîte à l'intérieur de la première boîte déjà créée. Elle sera intitulée squelette interne. Donc la boîte est de format inférieur et on place donc l'attribut squelette interne et tous les êtres vivants qui possèdent cet attribut sont placés à l'intérieur de la boîte. La couleuvre, l'oie ainsi que la poule ont cet attribut. On peut continuer ainsi en utilisant tous les attributs comme les plumes ici. On peut donc, à l'intérieur de la boîte squelette interne, créer une autre boîte intitulée « possède des plumes » et y placer les êtres vivants qui possèdent cet attribut, à savoir l'oie et la poule. Ce que l'on vient de découvrir ici est appelé la classification scientifique emboîtée. On représente ensuite la classification dans son cahier de la manière suivante, en traçant des rectangles emboîtés les uns dans les autres et en y plaçant les êtres vivants. À votre tour désormais de devenir un expert en classification phylogénétique.